Saint-Pétersbourg, juillet 2015, quartier de Frunzenski. Il est 5 heures du matin. Une lumière grise, lourde et humide, glisse lentement sur les façades décrépies de la ville. Les volets battent doucement. La rue Dimitrovski Prospect est encore endormie, paisible en apparence. Une silhouette avance lentement sur le trottoir. Une femme âgée, petite, voûtée. Elle porte un imperméable sombre, fermé jusqu'au cou. Sa capuche cache des cheveux blancs épars. Dans ses bras, 2 sacs poubelles noirs, lourds. Elle marche sans bruit, traverse la rue en diagonale, s'arrête au bord d'un terrain vague près d'un bâtiment abandonné, partiellement effondré. Elle jette un coup d'œil autour d'elle. Rien. Personne. Le silence, le sommeil des villes russes au petit matin. Alors, d'un geste précis, elle dépose les sacs au pied d'un mur, puis elle repart, comme si de rien n'était. Un voisin, matinal, sort à ce moment-là pour promener son chien. Il la remarque à peine. Une vieille dame qui dépose des ordures? Ce n'est pas si rare. Mais il se souviendra plus tard de l'odeur. Une odeur étrange, fétide. 3 jours plus tard, la police de Saint-Pétersbourg est appelée. Des enfants du quartier, curieux, ont éventré l'un des sacs. À l'intérieur, un torse humain, partiellement décomposé, sans tête, sans membres. L'enquête commence aussitôt. Les restes sont identifiés comme appartenant à Valentina Nikolaevna Ulanova, une femme âgée de 79 ans, récemment portée disparue. Elle vivait dans un appartement en colocation, non loin de là, avec une certaine Tamara Samsonova, sa logeuse. Une enquête de voisinage commence. La police s'intéresse très vite à la vieille dame à l'imperméable. Une voisine rapporte l'avoir vue plusieurs fois sortir de chez elle, tôt le matin, avec des sacs lourds. Un autre mentionne son comportement étrange, son regard absent. Quand les autorités perquisitionnent l'appartement de Tamara, ce qu'elles y trouvent dépasse tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Des traces de sang dans la salle de bain, une scie rouillée, des restes humains, et surtout un journal intime, écrit en anglais. Et dans ce journal, des descriptions froides, méthodiques, presque cliniques, de plusieurs meurtres, signés, détail par détail. L'une des premières entrées, j'ai tué mon locataire Volodia, je l'ai découpé dans la salle de bain, j'ai emballé les morceaux dans des sacs, je les ai éparpillés dans la ville. Et ce n'est que le début. Au cœur de cette enquête glaçante se dresse une figure déroutante. Tamara Mitrafanovna Samsonova, 68 ans, polie, éduquée, anglophile et possiblement tueuse en série. Peut-être même cannibale. URS, région de Krasnoïarsk, 1947. Dans l'immensité gelée de la Sibérie, là où les hivers sont si durs que les murs suintent la glace, une petite fille vient au monde. Son nom, Tamara Mitrafanovna Samsonova. Nous sommes 2 ans après la Seconde Guerre mondiale. L'Union soviétique panse ses plaies. Les campagnes sont silencieuses, les villes en ruine. La famine rôde encore. La terre gelée enterre des millions de morts. Tamara naît dans un monde fermé, isolé, contrôlé. Un monde où l'on ne parle pas trop fort, où l'on ne pleure pas en public, où l'on ne rêve pas ou pas longtemps. Mais Tamara, elle, est une enfant calme, studieuse, effacée. Déjà, elle observe beaucoup. Elle aime les livres, les mots, les langues. À l'école, elle se distingue par une mémoire remarquable. Elle apprend à lire tôt, puis à écrire dans un style appliqué, méticuleux. Les professeurs notent son sérieux. Certains la trouvent un peu étrange. Elle ne parle presque jamais de sa famille. Elle n'a pas d'amis proches. Elle tient un journal dès l'âge de 10 ans. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle répond sans hésiter, travailler avec des étrangers. Une réponse surprenante dans une URSS fermée à l'ouest, où les contacts avec les étrangers sont surveillés de près. À la fin des années 60, elle quitte la Sibérie et rejoint Leningrad, l'ancienne capitale impériale, devenue centre culturel et intellectuel du pays. Elle s'inscrit à l'Institut des langues étrangères, où elle apprend l'anglais, qu'elle parlera couramment. On l'a dit obsédée par la culture britannique. Elle lit Shakespeare en version originale, collectionne des coupures de journaux anglais, note chaque mot inconnu dans un carnet qu'elle ne montre à personne. Elle tient toujours son journal, en anglais désormais. Personne ne le lit. Dans les années 1970, elle rencontre un homme, Alexei Samsonov, un mariage sans histoire.
Le couple emménage dans un appartement sobre aux 4 rue Dimitrovski, dans le quartier Frunzensky de Leningrad. Un bâtiment soviétique comme tant d'autres. Murs gris, couloirs sombres, odeur d'humidité et de cuisine rance. Elle travaille à l'Hotel Europe, un établissement de luxe au cœur de la ville. Elle y est réceptionniste. Pour elle, c'est une fierté. Elle croise des étrangers, parle anglais tous les jours. Pendant 16 ans, elle y travaille sans faire de vagues. Mais dans les coulisses, certains collègues parlent d'elle comme d'une femme étrange, rigide, solitaire. On ne l'invite jamais aux fêtes. Elle s'arrange toujours pour éviter les questions personnelles. Elle a peu de relations, peu de proches. Son mari est discret. Leur vie de couple semble fonctionnelle. Mais à partir des années 90, après la chute de l'URSS, tout change. L'économie s'effondre, les institutions aussi. Et Tamara, comme tant d'autres, se retrouve perdue. En l'an 2000, son mari disparaît, littéralement, sans laisser de traces. Il quitte un jour leur appartement et ne revient jamais. Tamara ne signale pas sa disparition. Lorsqu'un voisin inquiet ose lui poser la question, elle répond simplement « Il est parti, il m'a laissé, je ne sais pas où il est ». Aucune plainte, aucun avis de recherche, et surtout, aucun corps. Le dossier ne sera jamais rouvert. Et Tamara continue de vivre, seule, discrète, polie avec les voisins, courtoise avec les commerçants. Toujours vêtue sobrement, souvent en noir. Elle passe ses journées à écrire dans ses carnets, à lire des ouvrages ésotériques, et parfois à fixer longuement par la fenêtre comme si elle attendait, ou comme si elle écoutait quelque chose que les autres n'entendaient pas. Année 2000. Quartier Frunzensky, Saint-Pétersbourg. L'appartement du 4 rue Dimitrovski devient un îlot figé dans le temps. Tamara vit seule, dans un espace modeste, envahi par des piles de journaux, des livres ésotériques, des bocaux vides, des sachets d'herbes séchées. Le papier peint se décolle, l'air est vicié, l'humidité sointe des murs. Elle est là, immobile, presque invisible. Mais lentement, inexorablement, quelque chose se fissure. Les voisins commencent à remarquer certains comportements étranges. Tamara parle seule dans l'ascenseur. Elle marmonne en anglais, des phrases sans queue ni tête. Parfois, elle reste assise dans le hall de l'immeuble pendant des heures, sans bouger, fixant le sol. On la voit souvent avec un vieux carnet à la main. Elle y écrit nerveusement chaque jour, toujours en anglais. Parfois dans une forme de code, illisible. Elle se rend aussi fréquemment à la bibliothèque municipale où elle emprunte des ouvrages peu communs. Des traités d'occultisme, de magie noire, des livres sur la sorcellerie slave et même des manuels médicaux anciens sur l'anatomie humaine. L'une des bibliothécaires, interrogée plus tard, se souviendra. Elle venait souvent demander des livres sur les rituels de purification. Elle prenait des notes. Elle disait que certaines personnes devaient être nettoyées, littéralement. Dans le quartier, les rumeurs naissent et se propagent. Certains murmurent que Tamara parle aux morts, qu'elle dépose des objets bizarres devant sa porte. Des morceaux de viande, des ossements d'animaux, des poupées abîmées. Une voisine rapporte l'avoir entendu psalmodier des phrases dans une langue inconnue, en pleine nuit. C'était pas du russe, c'était autre chose, elle parlait comme en transe. Mais personne ne dit rien. Elle est vieille, seule, inoffensive en apparence. Elle n'a pas d'enfant, elle paye ses factures. On détourne les yeux. C'est plus simple comme ça. Parmi les pages de son journal, que la police découvrira bien plus tard, se trouve une entrée qui glace le sang. Je l'ai empoisonné avec du phénazépam. J'ai attendu qu'il meure. Ensuite, je l'ai démembré dans la salle de bain. J'ai lavé le sang. Les sacs ont été jetés dans différents coins de la ville. Cette note date de 2003. Aucune disparition officielle ne correspond à cette période. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune plainte, aucun nom. Mais dans une autre page, elle mentionne un certain Volodia, puis un autre. Toujours avec les mêmes détails, sédatif, étouffement, découpe, dispersion. Elle utilise les mêmes phrases, les mêmes gestes, comme un rituel, comme une routine. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que Tamara semble motivée par une obsession personnelle. Elle parle de purifier les gens, de sacrifices nécessaires. Elle évoque les étoiles, la lune, l'influence des planètes sur les âmes impures. Son appartement est jonché d'objets rituels, des bougies noires,
des symboles dessinés à la craie, des feuilles d'ortie brûlées dans des coupelles, des pages de livres d'alchimie arrachées, scotchées au mur. Et toujours ce journal qu'elle remplit sans relâche, comme un carnet de bord clinique méthodique. Chaque ligne est datée, chaque meurtre est documenté. Mais personne ne sait. Personne ne soupçonne cette vieille dame polie, cultivée, de cacher ce qui ressemble de plus en plus à un rituel morbide, voire une spirale de meurtres en série. Avril 2015. Tamara Samsonova a 68 ans. Elle vit toujours seule dans son appartement de la rue Dimitrovski. Son quotidien est immuable. Écrire, cuisiner des plats simples, promener brièvement dans le quartier, toujours à la même heure. Aux yeux de ses voisins, elle n'est plus qu'une vieille dame inoffensive, presque invisible. Mais Tamara, elle, sent que les choses changent. Sa santé décline. Elle a des douleurs, des pertes de mémoire. Elle entend parfois des voix. Elle les appelle mes guides. Elle parle à son journal comme à une entité. Et surtout, elle se sent observée. Elle dit à une voisine que des forces veulent l'atteindre, qu'elle est protégée, mais qu'elle doit continuer à faire le travail. C'est à cette période que Valentina Nikolaevna Ulanova, une femme âgée de 79 ans, entre dans sa vie. Valentina est veuve. Elle a récemment eu des problèmes de santé. Sa famille, éloignée, ne peut pas s'occuper d'elle au quotidien. Elle accepte donc de vivre en colocation chez Tamara, temporairement. Une solution pratique pour les deux femmes. Valentina a un toit, Tamara partage ses charges. Au début, tout semble normal. Les deux femmes se promènent parfois ensemble. Elles font les courses au petit marché voisin, discutent dans la cuisine. Valentina cuisine souvent. Tamara, elle, l'observe. Mais très vite, les tensions apparaissent. Tamara commence à se plaindre. Valentina parle trop fort. Elle utilise trop d'eau. Elle touche à ses affaires. Elle laisse la lumière allumée dans le couloir. Tamara note tout dans son carnet. Et surtout, elle parle de Valentina comme d'une présence impure. Elle me vole mon énergie. Elle est mauvaise. Je dois nettoyer cet espace. Les voix, selon elle, l'y poussent. Le 23 juillet 2015, Valentina tombe gravement malade après le dîner. Selon les enquêteurs, Tamara lui aurait servi un plat contenant une forte dose de phénazépam, un puissant sédatif utilisé en psychiatrie. Une boîte de ce médicament entamé sera retrouvée plus tard chez elle, prescrite à son nom. Valentina s'écroule, inconsciente. Tamara attend. Dans son journal, elle note simplement « Vania est tombée. Tout s'est passé comme prévu. J'ai lavé le sol. J'ai bien dormi. » Le lendemain matin, elle sort. Elle achète une scie, une hache et des sacs poubelles. Pendant les jours suivants, Tamara découpe le corps de Valentina dans la baignoire de son appartement. Elle prend son temps, nettoie méthodiquement. Elle emballe chaque morceau dans des sacs différents. Elle note chaque étape dans son carnet, sans émotion, comme une procédure. Puis, pendant plusieurs nuits, elle se débarrasse des sacs un par un. Elle les dépose dans des lieux isolés, derrière un conteneur, près d'un chantier, dans une benne à ordures. Elle porte toujours le même manteau noir, les mêmes gants en caoutchouc. L'un des sacs, celui contenant le torse, est découvert 3 jours plus tard par un passant. L'enquête commence. « 26 juillet 2015. Un appel anonyme parvient à la police de Saint-Pétersbourg. Il provient d'un homme du quartier Frunzenski. Sa voix est hésitante, presque gênée. Il y a quelque chose d'étrange dans un sac derrière le vieux bâtiment. Ça sent mauvais. Je crois qu'il y a un corps. Les agents arrivent rapidement sur les lieux. À l'arrière d'un bâtiment abandonné, entre 2 conteneurs rouillés, ils trouvent un sac poubelle noir. À l'intérieur, un torse humain, mutilé, sans tête, sans bras, sans jambes, partiellement en décomposition. La scène est immédiatement bouclée. La presse n'est pas informée. Officiellement, il s'agit d'un incident en cours d'investigation. En réalité, les policiers le savent. Ils ont affaire à un meurtre et probablement un acte prémédité. L'autopsie révèle rapidement que la victime est une femme âgée entre 70 et 80 ans. L'examen médico-légal montre qu'elle a été droguée puis tuée par étouffement. Les découpes sont nettes, précises. Le travail d'un amateur méticuleux. Aucun organe digestif n'est retrouvé dans le torse. Les enquêteurs vérifient les disparitions récentes dans le quartier.
Un nom ressort immédiatement. Valentina Nikolaevna Ulanova, 79 ans, portée disparue depuis 3 jours. Elle vivait en colocation chez une certaine Tamara. Les policiers se rendent aux 4 rue Dimitrovski, bâtiment 7. L'appartement est sombre, l'air y est lourd. Tamara les accueille calmement, presque avec un sourire. Elle semble ni surprise ni nerveuse. Lorsqu'on lui demande si Valentina vit toujours ici, elle répond simplement « Non, elle est partie, elle est morte ». Un silence s'installe. L'un des officiers croit avoir mal entendu. Tamara répète « Elle est morte, je l'ai tuée », sans aucune émotion. La police fouille l'appartement. Ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement. Des traces de sang nettoyées dans la salle de bain, une scie rouillée et une hache tachée. Plusieurs sacs poubelles vides identiques à ceux trouvés avec les restes. Une boîte de phénazépam à moitié pleine. Et surtout, un journal intime, épais, écrit entièrement en anglais, rempli de centaines de pages manuscrites. Tamara ne nie rien. Elle les regarde feuilleter le carnet. Elle les observe avec un calme déconcertant. C'est mon journal. J'écris tous les jours, depuis des années. Au commissariat, elle coopère. Pendant les interrogatoires, elle répond posément, en phrases courtes, presque mécaniques. Elle reconnaît avoir tué Valentina. Elle décrit chaque étape, le repas drogué, l'attente, l'étouffement, la découpe, la dispersion des morceaux. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond « Elle me volait mon énergie. Elle allait me tuer. Il fallait que je la neutralise. » La police commence à explorer son journal. Ce qu'ils y trouvent est absolument glaçant. Commissariat central de Saint-Pétersbourg, août 2015. Dans une salle d'interrogatoire faiblement éclairée, 3 enquêteurs tournent lentement les pages du carnet de Tamara Samsonova. Le journal est usé, épais. Reliure déchirée. Environ 50 cahiers sont retrouvés dans l'appartement. Tout numérotés, tous remplis à la main soigneusement. Des lignes serrées, précises, tracées à l'encre bleue ou noire. Certains passages sont des pensées floues, délirantes comme issues d'un esprit fracturé. Mais d'autres sont limpides, cliniques, froids. Ils documentent, dans le détail, des meurtres. Extrait du volume 16. J'ai tué Volodia. Je l'ai empoisonné avec 10 comprimés de phénazépam. Il est tombé dans la cuisine. J'ai attendu qu'il arrête de respirer. Ensuite, j'ai lavé le sol, j'ai traîné le corps dans la salle de bain. Il m'a fallu 2 heures pour le découper. Le sang a coulé sur les murs. Plus loin, je l'ai mis dans 5 sacs. J'ai marché à 3 heures du matin pour déposer les morceaux. J'étais calme, c'était nécessaire. Mikhaïl parlait trop, il fouillait dans mes affaires. Les guides m'ont dit que le moment était venu. J'ai agi. Les victimes sont désignées par leur prénom. Volodia, Mikhaïl, Sergei, parfois simplement par une lettre. Toujours le même mode opératoire. Un sédatif, l'attente, l'étouffement, la découpe, puis la dispersion des restes dans différents endroits de la ville, souvent la nuit. La police tente de recouper les noms, les lieux, les dates, mais les données sont fragmentaires. Certaines victimes n'ont jamais été portées disparues officiellement. D'autres ont des noms trop communs pour être tracés facilement. Une note attire l'attention particulière des enquêteurs. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire. On m'a demandé d'offrir un corps pour l'alignement du mois d'avril. J'ai obéi. C'est ainsi. Cette phrase isolée laisse entrevoir un rituel personnel. Tamara semble convaincue qu'elle offre ces personnes à une puissance supérieure en échange de sa propre survie. Un autre passage. Les astres se sont déplacés. Si je ne fais rien, je mourrai. Il faut purifier la maison. Plus glaçant encore, le dernier cahier, tenu jusqu'en juillet 2015, contient des listes de prénoms avec des annotations, trop bruyant, fouilleur, proche du voisin, utilisable, comme si elle évaluait ses futures victimes, comme si Valentina n'avait été que la dernière d'une série ou une parmi d'autres à venir. Lorsqu'on lui présente les extraits, Tamara ne nie rien. Elle regarde les enquêteurs avec sérénité. C'était nécessaire. Vous ne comprenez pas. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'ai sauvé ma maison. Elle parle de nettoyage énergétique, de sacrifice lunaire. Elle ne cherche pas à se défendre. Elle ne manifeste aucun remords. L'enquêtrice principale, Svetlana M., confiera plus tard. Ce n'est pas seulement une tueuse, c'est une femme profondément convaincue
qu'elle a agi selon un ordre supérieur. Elle n'est pas folle au sens clinique, mais sa réalité est déconnectée de la nôtre. Elle vit dans un monde de symboles et de rituels. Août 2015. Après les aveux, après la découverte du journal, après les preuves accablantes retrouvées dans l'appartement, une question s'impose, inévitable. Tamara Samsonova est-elle saine d'esprit? La justice russe ne peut pas se permettre de juger une femme âgée de 68 ans pour plusieurs meurtres sans d'abord évaluer son état mental. Les enquêteurs sont formels. Elle comprend ce qu'on lui dit. Elle répond aux questions avec clarté. Elle se souvient des faits. Et pourtant, il y a quelque chose dans son regard. Quelque chose de troublant. Tamara est transférée sous surveillance à l'Institut Serbski, à Moscou, un établissement psychiatrique renommé utilisé depuis l'époque soviétique pour diagnostiquer, parfois manipuler, les profils mentaux complexes. Là-bas, elle est soumise à une batterie de tests. Entrevues psychiatriques, tests cognitifs, observations en cellules. Et peu à peu, un portrait se dessine. Tamara n'est pas délirante en permanence. Elle peut tenir une conversation rationnelle. Elle sait parfaitement ce qu'elle a fait. Elle se rappelle les dates, les gestes, les lieux, mais elle n'exprime aucun remords. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a tué Valentina, elle répond « Elle prenait mon espace vital, elle me vidait ». Lorsqu'on interroge sur le journal, ce sont mes archives. Il faut tout noter. Si je me perds, je saurai qui je suis. Mais à d'autres moments, elle parle à voix basse, seule, dans un coin de sa chambre. Elle répète des phrases comme « Ils me suivent, ils ne me pardonneront pas, il faut recommencer ». Les médecins psychiatres notent des éléments de schizophrénie paranoïde, hallucinations auditives, délire mystique, croyances rigides en des entités supérieures, comportements ritualisés, désorganisation affective. Malgré tout, Tamara n'est pas jugée comme démentielle au sens juridique. Elle n'est ni sénile, ni désorientée. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait que c'est interdit par la loi. Mais elle ne le considère pas comme mal. Elle se voit comme un outil, une exécutante. Je n'ai pas choisi, on m'a dit de le faire. Ils me guident, c'est eux qui décident. En septembre 2015, les experts rendent leurs conclusions. Tamara Samsonova souffre d'un trouble psychotique chronique. Elle est jugée inapte à être jugée pénalement dans le cadre d'un procès classique. La justice ordonne son internement à durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique spécialisé. Elle est transférée dans une unité fermée sous haute surveillance. Tamara continue d'écrire, chaque jour. Elle demande du papier, des stylos, des livres. Elle lit en anglais, converse parfois avec le personnel soignant, toujours polie, distante. Elle ne parle jamais spontanément des meurtres. Mais dans ses nouveaux carnets, elle continue de noter des prénoms, des dates, des croquis. Certains infirmiers la surnomment la babouchka des ombres, car, disent-ils, la nuit, elle ne dort pas. Elle reste assise, les yeux ouverts, silencieuse, comme si elle attendait. Le premier nom qui remonte, celui de son mari, Alexei. Disparu en 2000, jamais revu, aucune plainte, aucun avis de recherche, juste un silence. Tamara avait dit à ses voisins « Il est parti ». Mais dans l'un de ses carnets, les enquêteurs trouvent cette phrase « J'ai tout lavé. Il ne reste que ses vêtements. Il ne devait pas partir comme ça. » Une autre note, 3 jours plus tard. « Les morceaux ont bien brûlé. C'est fait. Je suis seul maintenant. » Aucun corps n'a été retrouvé. Mais les autorités commencent à envisager une hypothèse glaçante. Tamara aurait pu tuer son propre mari et le faire disparaître, comme elle l'a fait avec d'autres. Dans le journal, d'autres noms sont mentionnés. Volodia, Seryoja, Mikhaïl, André. Ces hommes, selon les notes, auraient vécu chez elle brièvement en colocation. Aucun d'eux ne semble avoir de famille proche. Certains étaient sans emploi, d'autres toxicomanes ou souffrant de troubles mentaux. Des proies idéales. Tamara écrivait à leur sujet comme on consigne une liste d'objets. Volodia parle trop. Il entre dans la cuisine sans frapper. Il fouille. Je dois l'arrêter. Seryoja ne respecte pas les horaires. Il rit la nuit. Il faut le calmer. La méthode est toujours la même. Sédatif, étouffement, démembrement, dispersion. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé.
aucun signalement officiel n'a été fait. En tout, jusqu'à 11 victimes possibles sont évoquées dans ces carnets. Seule une, Valentina, est confirmée. Les médecins légistes, en étudiant le torse de Valentina, notent un fait troublant. Plusieurs organes internes sont absents. Non seulement la tête, les membres, ce qui pourrait s'expliquer par une volonté d'effacer l'identité, mais aussi des parties charnues, comme le foie, les reins, une partie du muscle de la cuisse. Le problème, c'est que ces organes ne sont retrouvés dans aucun autre sac. Où sont-ils passés? Les enquêteurs envisagent alors une piste que personne ne veut vraiment prononcer à voix haute, le cannibalisme. Ils reviennent dans l'appartement de Tamara, ils fouillent la cuisine, ils y trouvent des couteaux de boucher soigneusement nettoyés, une grande cocotte noire tachée de graisse ancienne, des restes de viande dans le congélateur non identifiables à l'œil nu, et dans un coin, une pile de livres de cuisine mêlés à des ouvrages d'anatomie humaine. Aucun test ADN n'a pu confirmer que les restes dans la cocotte étaient humains. Le contenu avait été cuit, congelé puis jeté entre-temps. Mais un doute s'est installé. Un inspecteur résume, elle découpait proprement, elle savait quoi enlever. On sent qu'il y avait une logique, une sélection. On n'a jamais retrouvé certains morceaux. Jamais. Alors oui, on se pose la question. Une voisine confie hors procès-verbal. Quand elle vivait avec son mari, l'appartement sentait parfois la viande bouillie. Une fois, elle m'a donné des raviolis faits maison. Je n'ai pas mangé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais pu. Une autre raconte avoir vu Tamara lécher ses doigts en nettoyant des couteaux, un sourire absent sur les lèvres. Officiellement, aucune preuve matérielle de cannibalisme n'a été retenue contre elle. Les autorités russes ont préféré ne pas creuser publiquement cet aspect de l'affaire. Trop dérangeant, trop difficile à prouver. Mais dans les cercles fermés de la police de Saint-Pétersbourg, le doute subsiste encore aujourd'hui. Et dans le quartier Frunzenski, certains parlent d'elle comme de la sorcière qui mangeait les âmes. Depuis son internement à l'hôpital psychiatrique de Kazan, dans une aile sécurisée réservée aux patients criminels, Tamara Mitrofanovna Samsonova est toujours en vie. Elle a aujourd'hui plus de 75 ans. Elle n'a jamais été jugée. Elle ne parle presque plus. Les gardiens de l'aile psychiatrique la surnomment la babouchka silencieuse. Ils la croisent chaque jour à heure fixe, toujours debout à la même place, près de la fenêtre du couloir, regardant le jardin vide. Elle ne répond aux questions que par des murmures. Elle refuse toute interview. Les journalistes russes qui ont tenté d'approcher son dossier n'ont reçu que des silences administratifs. Mais les membres du personnel racontent des choses troublantes. Chaque jour, elle se lève à 5h30. Elle plie sa couverture avec une rigueur militaire. Elle demande du papier et un stylo, toujours en anglais. Elle remplit un nouveau cahier. Depuis son internement, elle aurait écrit plus de 60 nouveaux journaux, soigneusement alignés dans une étagère métallique à côté de son lit. Personne n'a le droit de les lire. Mais un infirmier de nuit en aurait volé une page. Sur ce feuillet, il était écrit « Je suis seul, mais ils reviennent dans la lumière. Le prochain sera bientôt là. Le moment approche. Le sang doit circuler. » Cette page a disparu. L'infirmier a été déplacé. Les psychiatres en témoignent. Tamara ne présente aucun signe de regret, de culpabilité ou même de surprise face à son sort. Elle accepte sa détention comme une conséquence logique de ses actes, ou plutôt comme un nouveau rôle dans son chemin spirituel. Elle leur dit parfois « Je suis là pour les empêcher d'entrer. Ils sont derrière la porte. Ils me parlent encore. » Officiellement, aucune réouverture d'enquête n'est en cours. Tamara Samsonova reste enfermée à durée indéterminée. Ses cahiers sont archivés mais non exploités publiquement. L'État russe a classé le dossier. Mais certains enquêteurs, retraités ou encore actifs, continuent de consulter discrètement ces journaux. Ils cherchent à comprendre si d'autres noms s'y cachent, d'autres victimes. L'un d'eux sous anonymat. Parfois, je me demande si elle n'a pas tué 15-20 personnes, et que nous n'en avons trouvé qu'une seule. C'est le genre de tueur qu'on ne comprend qu'après sa mort. Et peut-être, même pas.
Tamara ne correspond pas au stéréotype du tueur en série hystérique ou démoniaque. C'est une vieille dame qui a vécu recluse dans un appartement sombre, entourée d'ombres et de souvenirs fragmentés. Les 11 victimes évoquées dans ses carnets, les organes disparus, les rumeurs de cannibalisme jamais prouvées. Autant d'ombres qui hantent encore cette affaire. Combien de morts Tamara Samsonova a-t-elle réellement causé? Combien d'âmes ont disparu sans trace, comme avalées par la nuit de Saint-Pétersbourg? La justice russe a stoppé l'enquête après son internement psychiatrique, mais dans les couloirs du commissariat et dans les cœurs des habitants, l'inquiétude persiste. Tandis que Tamara écrit toujours, enfermée, silencieuse, le mystère continue de planer. Sa voix s'est tue, mais ses mots, eux, restent dans des cahiers noirs, témoins immuables d'une histoire où l'horreur s'est nichée dans le quotidien. Le mal n'a pas toujours un visage terrifiant. Parfois, il a celui d'une grand-mère.